Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des virus de la grippe et de la pandémie aviaire de grippe qui est en cours depuis maintenant quelques années. Et je vous annonce tout de suite que pour ce thème particulier, on ne parlera pas de diagnostic, de traitement ou de prévention parce que euh, il n'y a pas tellement de différence entre les virus de grippe émergents ou réémergents et puis la grippe annuelle pour ce qui est du diagnostic ou des traitements. Il peut y avoir des petits problèmes de vaccin, mais en tout cas. Donc, c'est pas tellement quelque chose que je veux traiter dans ce cours sur les maladies émergentes. Alors, on commence à parler du virus, qui est un virus appartenant à la famille des orthomyxovirus. Donc, ce sont des virus enveloppés. Le génome, il est sous forme d'ARN. Alors, le virus de la grippe ou virus influenza, il est bien connu pour avoir un génome segmenté avec plus précisément 8 morceaux d'ARN différents qui constituent le génome. Donc, ces 8 morceaux codent pour des protéines virales différentes. OK? Le réassortiment indépendant est quelque chose qui va se produire fréquemment euh, euh, et qui va être à l'origine de nouveaux virus causant de nouvelles éclosions ou épidémies. Alors, je dois expliquer ou peut-être réexpliquer ce qu'est le réassortiment indépendant. C'est un phénomène qui se produit lorsque deux virus à génome segmenté vont infecter la même cellule. Euh, Vous voyez que les morceaux de génome du virus 1 vont se répliquer. Même chose pour les morceaux de génome du virus numéro 2. Mais évidemment, lorsque il va y avoir plus tard génération euh, de, euh, de nouvelles particules virales, eh bien, il peut y avoir des nouvelles particules virales qui vont contenir certains morceaux de génome provenant du virus parental et d'autres morceaux de génome provenant du virus, du deuxième virus parental. Donc, c'est une méthode d'évolution qui est beaucoup plus brutale que l'incorporation progressive de mutations. Cela dit, évidemment, cette mutagénèse, on l'observe également chez le virus de la grippe. Donc, on connaît quatre types principaux de virus influenza. Et parmi ces quatre types, il y en a trois qui peuvent affecter l'humain. On a le virus influenza ou VIH de type A. Donc, lui, c'est le plus fréquent, dans le sens que c'est le type de le virus influenza qui va infecter le plus d'espèces différentes et qu'on trouve le plus souvent aussi bien chez l'humain que chez les espèces aviaires qui constituent le réservoir principal. Donc, les virus VIH vont infecter les oiseaux, les humains et de multiples autres espèces, euh, euh, incluant, incluant de nombreux mammifères, par exemple des mammifères marins. Le type B, qui est donc virus influenza du type B ou VIB, est moins fréquent. Il infecte surtout l'humain. Et enfin, on a le virus de type C qui est également plutôt rare, qui lui peut infecter l'humain et qu'on trouve également dans des espèces porcines. Donc voici ici à droite la structure du virus influenza. Alors on voit que c'est un virus enveloppé, on reconnaît la bicouche lipidique.
Et en dessous de la bicouche lipidique, une structure protéique qui est formée de protéines de matrice. Et au cœur de la particule virale, on a les 8 morceaux de génome ARN qui vont être recouverts, comme toujours, d'une protéine qui va les protéger, qui s'appelle la nucléoprotéine et qui va également assister euh, la réplication de ces morceaux de génome en, en, en aidant l'enzyme de polymérase à réaliser ce travail. Dans la membrane, vous voyez la présence de deux protéines virales, une qui s'appelle l'hémagglutinine, l'autre qui s'appelle la neuraminidase. L'hémagglutinine, ça va être la protéine qui reconnaît le récepteur spécifique pour ce virus, c'est-à-dire qui permet au virus de rentrer dans les cellules. La neuraminidase a un rôle totalement différent, très important également, euh, que je n'expliquerai pas en détail pour ce cours. Par contre, je précise que la neuraminidase est la protéine virale qui est visée par le traitement qui est le plus fréquemment utilisé pour l'infection par le virus de la grippe, qui est le traitement au Tamiflu. Euh, En bas à droite, ici, vous pouvez voir à quoi ressemblent des particules virales de l'influenza. Donc, évidemment, on reconnaît encore une fois l'enveloppe avec les protéines virales qui sont insérées. Donc évidemment, c'est un cliché de microscopie électronique. Alors, on va parler maintenant de transmission pour ce qui est du virus de la grippe. La transmission se fait entièrement via des gouttelettes de salive de tailles diverses qui proviennent donc des personnes qui sont infectées, qui proviennent soit de leur toux ou bien d'éternuement. Ok. Également, ces gouttelettes sont générées en plus grand nombre si la personne parle beaucoup ou chante, etc. Donc, la source de la transmission, qui sont ces gouttelettes de salive, ressemble beaucoup à ce qu'on avait pour la COVID-19. Et lorsque je dis gouttelette, c'est évidemment un terme qui est un petit peu généraliste, dans le fond, qui va envelopper des particules de salive de tailles diverses. Alors, sachez que d'une façon stricte, ce qu'on appelle gouttelette, ce sont les particules de salive qui sont de taille relativement grosse. En dessous d'une euh, d'une certaine taille, qui est pas toujours, la limite n'est pas toujours stricte, ok? Parfois ici, on parle de moins de 1 micromètre de diamètre. On commence à parler d'aérosol. Ok. Donc, aérosol et gouttelettes, dans les deux cas, écoutez, ce sont des des petites gouttelettes de salive. Ok. La différence principale, c'est que l'aérosol va rester dans l'air pour une bien plus longue durée que les plus grosses gouttelettes de salive. Et donc, ça va permettre au virus d'aller infecter des personnes qui se trouvent à une certaine distance. Ok. Donc, on va distinguer les transmissions à courte distance versus à longue distance. Donc, à courte distance, pardon, ça peut être causé par l'inhalation de gouttelettes de salive, l'inhalation d'aérosols, ok, donc c'est-à-dire les petites gouttelettes. Et puis, ça peut être également causé par contact direct entre les deux personnes. Donc, le contact direct, je vais vous dire, c'est le cas typique, c'est une personne qui éternue dans sa main, ok? Donc, cette personne porte maintenant dans sa main, évidemment, une certaine quantité de salive qui sont pleines de virus. La personne va ensuite serrer la main d'une autre personne ou va toucher. On va commencer par la transmission directe. Donc, la personne va serrer la main, par exemple, d'une autre personne. Donc, la deuxième personne se retrouve elle-même avec
un peu de salive sur sa main et portant des particules de virus. Si cette deuxième personne, par exemple, se gratte le nez ou met ses doigts à sa bouche, ben, elle va, dans le fond, il va y avoir maintenant une voie d'entrée pour ce virus. Donc, ça, c'est le type de transmission qu'on appelle transmission par contact physique direct. Il peut y avoir également transmission via des objets. Donc, encore une fois, une personne, par exemple, éternue dans sa main et maintenant elle va toucher un objet qui va être touché plus tard par d'autres personnes. L'exemple typique, ça va être une poignée de porte, une poignée de robinet, par exemple. Ça peut être un stylo. Donc, elle va toucher cet objet. Ensuite, une autre personne va toucher le même objet. Elle aura donc maintenant du virus influenza sur sa main. Puis, à nouveau, si elle porte la main à son nez ou à sa bouche, le virus peut entrer de cette façon. Donc, ça, c'est une transmission via des objets. Et scientifiquement, on appelle souvent ça transmission donc indirecte via des fomites. OK. Évidemment, cette transmission indirecte peut aboutir à infecter quelqu'un avec qui on n'a pas été en contact étroit. Donc, on va la retrouver également dans les cas de transmission à longue distance. Tout cela étant dit, la méthode, enfin, le mécanisme le plus fréquent et de loin pour les transmissions de virus influenza, c'est par inhalation des particules de salive, que ce soit aérosol ou les gouttelettes plus grosses qui sont émises par les personnes infectées. C'est exactement la même chose pour COVID-19. C'est évidemment difficile euh, de déterminer avec rigueur quel est le pourcentage de transmission qui se ferait plutôt par contact direct, voire via des fomites, mais c'est très clairement très minoritaire par rapport à l'inhalation des particules virales présentes dans l'air. OK. Dans les régions tempérées, comme par exemple le Canada, ou on peut dire ou également région nordique, on constate, on le sait tous, en fait, qu'il y a davantage de cas de grippe en hiver plutôt que, par exemple, au cœur de l'été. Euh, la raison à ça, c'est que donc il y a davantage de transmission et il y a au moins deux hypothèses pour expliquer ça. Premièrement, en hiver, les gouttelettes de salive persistent plus longtemps avant de disparaître, avant d'être asséchées dans le fond et de disparaître. Euh, donc évidemment, le virus survit plus longtemps dans une gouttelette de salive versus à l'état déshydraté. Et la deuxième hypothèse qu'on peut trouver dans la littérature, c'est que en hiver, donc lorsqu'il y a moins d'ensoleillement, le virus est moins exposé aux rayons ultraviolets provenant du soleil qui peuvent le détruire en endommageant le génome viral euh, euh, par rapport à l'été où il y a beaucoup plus de lumière. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur les mécanismes de transmission du virus de la grippe, je vous recommande cet article qui est à disposition de tous gratuitement. Donc, on ne peut pas parler du virus de la grippe sans aborder la question des zoonoses, parce que les zoonoses se produisent très fréquemment dans le cas de ce virus. Donc, je rappelle qu'une zoonose, c'est lorsque un virus, enfin une maladie en fait, fait le saut d'une espèce animale à une autre espèce animale. Euh, alors,
Commençons par expliquer comment est-ce que on appelle ou on dénomme les souches de virus influenza. Donc ça, c'est sur la base de la nature des protéines H et des protéines N. Euh, Historiquement, il y avait des tests immunologiques, donc utilisant des anticorps qui permettaient de distinguer les différents types de protéines H et N qui existaient, avant même que l'on soit capable de faire du séquençage génomique de façon routinière. Donc cette classification est encore utilisée. Et ça aboutit à donner des numéros à la protéine H et à la protéine N. Et donc ça aboutit à identifier les souches virales. Donc on est tous familiers de ces noms H5N1, H7N3, H7N7, etc. Donc le H, c'est c'est hémagglutinine et le N, neuraminidase. Euh, Ces souches virales évoluent en utilisant les deux mécanismes que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire les mutations ponctuelles qui surviennent régulièrement dans le génome, comme pour toute espèce virale, et puis un type d'évolution bien plus rapide et brusque qui est le réassortiment, donc indépendant, qui lui ne peut se produire que dans les virus à génome segmenté. Les oiseaux sont les espèces animales les plus souvent infectées par le virus influenza et donc doivent être considérés comme les réservoirs principaux pour ces virus. Euh, donc, comme tel que évoqué plus tôt, les souches de virus influenza de type A, donc VIA, ou AIV en anglais, sorry, IAV en anglais. Eux sont celles qui vont infecter le plus grand nombre d'espèces animales et sont généralement celles qui causent les pandémies de grippe. Ok. Et toutes ces souches de VIH peuvent infecter des oiseaux et vont circuler entre les espèces d'oiseaux. Presque toutes. Il y en a une ou deux exceptions. Euh, et euh, donc, lorsqu'on parle d'oiseaux, on parle d'oiseaux aussi bien d'oiseaux sauvages que d'oiseaux domestiques. Donc, toutes les espèces d'influenza de type A doivent, enfin, techniquement, sont des souches de grippe aviaire, puisqu'ils sont présents chez l'oiseau. Euh, Certaines sont, cependant, sont euh, présente essentiellement chez les oiseaux et infecte plus rarement l'humain. On va donner des exemples de ça un petit peu plus tard. Et donc, celles-ci sont plus souvent appelées grippe aviaire. Mais en réalité, il faut comprendre que la grosse majorité des virus influenza peuvent donc infecter les oiseaux. OK? Euh, Et lorsque il y a des éclosions de VIH chez l'humain, souvent ça tire son origine d'espèces aviaires domestiques, donc essentiellement ça va être les poulets d'élevage, voire d'espèces porcines domestiques, donc les cochons d'élevage. Et ces espèces domestiques souvent auront été infectées par des espèces aviaires sauvages. OK. La classification est parfois également basée sur le niveau de pathogénicité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Ça revient fréquemment dans la littérature. On a des souches de virus influenza qui sont hautement pathogéniques ou bien faiblement pathogéniques. OK. Cette pathogénicité, elle est parfois basée sur ce qui est observé chez le poulet plutôt que chez l'humain. OK. Donc ça va être le cas par exemple pour H5N1, qui est un virus essentiellement aviaire, qui est plus rarement présent chez l'humain.
euh, et pour lequel il y a des souches qui sont à pathogénicité élevée et d'autres moins pathogéniques. Donc, on va continuer à parler de zoonoses. Alors, comme je le répète, qu'il y a des sauts d'espèces qui sont fréquents à l'intérieur des oiseaux, donc entre différentes espèces d'oiseaux, impliquant également les humains, impliquant les espèces porcines et impliquant également d'autres animaux. Les oiseaux migrateurs, en particulier les oiseaux aquatiques migrateurs, ont un rôle important dans la propagation mondiale des souches de VIH qu'on voit se dérouler chaque année. Euh, les, euh, les déplacements humains ont également un rôle important dans ces propagations. Euh, il faut comprendre aussi que la majorité des nouvelles souches de virus influenza de type A, causant donc des nouvelles éclosions, nouvelles épidémies, sont généralement détectées chez des espèces aviaires sauvages avant d'être détectées chez l'humain. Donc là encore, ça démontre que les zoonoses sont des événements fréquents. Enfin, pour finir, je veux souligner deux cas euh, particuliers de virus influenza de type A qui sont H5N1 et H7N9. Donc, eux, ce sont vraiment des virus qui sont bien plus souvent trouvés chez les espèces aviaires, moins souvent chez les humains. Donc, souvent, ces deux souches de virus influenza sont appelées la grippe aviaire. OK? Euh, euh, donc, comme je l'ai expliqué, ils sont tout de même capables d'être présents également chez l'humain. Et puis, les autres virus de type A sont également trouvés chez les oiseaux. OK? Mais ceux-ci sont plus fréquemment appelés grippe aviaire. Ils sont particulièrement surveillés parce que lorsque ces deux virus sont transmis à l'humain, les épidémies, en fait, les éclosions qui en résultent, qu'elles se transforment en épidémie ou pas, peuvent montrer un taux de mortalité particulièrement élevé. OK? Donc, euh, pour illustrer ça, ici à droite, on vous montre un schéma qui explique l'origine de la grippe H7, du virus de la grippe H7N9 qui a causé une éclosion en Chine, à l'est de la Chine, en 2013. Ce virus provenait, en fait, on a pu démontrer par donc des analyses génomiques qu'il provenait de réassortiments indépendants impliquant au moins trois virus différents qui provenaient d'espèces aviaires différentes. OK. Et le virus qui en est résulté s'est propagé chez les poulets domestiques et à partir de là a infecté des humains. Euh, Heureusement, la transmission d'humain à humain était faible pour ce virus. Et je dis heureusement parce que le taux de mortalité a été très élevé. Donc, à un moment donné, euh, plus vers la fin de cette épidémie, un comptage faisait état de 138 cas rapportés impliquant 45 décès. Donc, c'est un taux de mortalité qui est environ de 33%, ce qui est bien supérieur à ce qu'on observe pour la grippe annuelle classique chez l'humain. Euh, Et je veux également brièvement citer une autre épidémie, cette fois-ci de grippe porcine en 2029, pour laquelle on a pu également démontrer qu'on avait une combinaison on avait un virus qui tirait son origine chez des virus de la grippe trouvés à la fois chez les oiseaux et puis d'autres virus de la grippe trouvés chez des espèces porcines.
Là encore, c'est une bonne illustration de la fréquence de ces zoonoses. Donc, parlons un petit peu de symptômes et de pathogénèse pour le virus euh, de la grippe. Et puis, on va comparer ça au rhume ordinaire qui est causé par d'autres virus, par exemple les rhinovirus. Donc, premièrement, il faut comprendre que quand bien même le virus de la grippe, c'est une infection sérieuse qui a un taux de mortalité qui n'est pas négligeable, surtout chez les personnes plus âgées, il y a tout de même beaucoup d'infections qui sont asymptomatiques. La période d'incubation, elle est relativement courte, en général 1 à 2 jours. Et suite à cette période d'incubation, il y a des symptômes qui vont apparaître de façon abrupte et qui vont se caractériser par une fièvre qui est souvent élevée, donc supérieure à 38,5. La présence de frissons, la sensation d'un malaise général, la présence de douleurs musculaires, de douleurs articulaires et de maux de tête. Et plusieurs de ces symptômes sont spécifiques de la grippe plutôt que du rhume. Donc, si on compare ici rhume et grippe, alors les symptômes apparaissent plus brutalement pour la grippe que pour le rhume. La fièvre est fréquente pour la grippe alors qu'elle est plus rare pour le rhume. Les douleurs, aussi bien les douleurs musculaires que les douleurs articulaires, sont très fréquentes pour la grippe alors qu'elles sont plus légères ou inexistantes pour le rhume. Les frissons, ok, les chills, sont là encore beaucoup plus fréquents pour la grippe, de même que la sensation de fatigue parfois extrême et la sensation de faiblesse. Ok. Les symptômes qui vont apparaître par la suite incluent des symptômes qui sont moins spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont se voir également pour le rhume, notamment une toux, des douleurs au niveau de la gorge, la congestion nasale, de l'écoulement nasal, de la perte d'appétit. Tout ça, c'est moins spécifique. Il y a un autre symptôme qui est, lui, plus spécifique de la grippe. Ce sont les symptômes gastriques, donc la présence de diarrhée ou de vomissement. Cependant, ces symptômes-là, on les observe surtout chez les enfants. Euh, les symptômes vont durer typiquement quelques jours, mais certains des symptômes, tels que la fatigue et la toux, peuvent se prolonger pendant jusqu'à environ 2 semaines. Ensuite, quelle est la différence en termes de pathogénèse, donc, enfin, euh, ou de mécanismes d'infection entre les virus qui sont à faible pathogénèse, donc exemple, donc virus d'influenza de type A à faible pathogénèse versus ceux qui sont à haute pathogénèse, donc IAHP. Ok. On constate que les virus à faible pathogénèse, tels que H1N1, qui en passant est une des souches de virus de la grippe qui est le plus fréquemment trouvée chez l'humain, H1N1 a plutôt tendance à infecter des cellules des voies respiratoires supérieures, ok? C'est-à-dire le nez, donc la trachée, la trachée ou la gorge. Donc, on trouve relativement moins de virus H1N1 dans les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire essentiellement les poumons. Alors que le virus H5N1, qui est surtout un virus aviaire, mais qu'on trouve parfois chez l'humain, dans sa forme la plus pathogénique, lui va fréquemment infecter les poumons, causer une inflammation importante des poumons. Donc, vous allez avoir des infiltrations de liquide importantes au niveau des poumons, des infiltrations de globules blancs qui sont évidemment
une preuve de l'inflammation. Et donc, vous allez avoir une forte diminution des capacités respiratoires, des capacités d'oxygénation du sang. C'est un mécanisme qu'on trouve également comme complication de la COVID. Donc, les personnes qui souffrent de COVID, des formes sérieuses de COVID, présentent également des infections de voies respiratoires inférieures. Donc, on va maintenant parler d'épidémie de grippe aviaire. Donc, celle-ci a commencé. Alors, oui, tout le monde s'entend pas nécessairement sur le début. Certaines personnes estiment que ça a commencé en 2020, mais c'est vraiment ou parfois même avant, mais c'est vraiment à partir de 2021 qu'on commence à avoir des éclosions importante. Alors, cette épidémie de grippe aviaire, elle est causée par une souche, ou on va dire une petite famille de souches de type H5N1. Et cette nouvelle souche H5N1, elle a émergé à partir notamment d'une souche H5N8. Donc, ça veut dire qu'on a eu, encore une fois, des réassortiments indépendants qui ont amené à cette nouvelle souche. Et la souche H5N8, elle s'était développée sur le continent africain pendant quelques années avant qu'on voit l'apparition de cette nouvelle souche H5N1. Cette nouvelle souche H5N1, elle porte en plus euh, ok. Elle porte en fait de nombreuses mutations par rapport aux souches précédentes de H5N1. Ok, parce qu'évidemment, H5N1, c'est un virus, ce sont des souches de virus qu'on connaît depuis des dizaines d'années. C'est pas nouveau, mais ça, c'est une nouvelle souche. Qui est évidemment un concept qu'on rencontre fréquemment dans ce cours de maladies infectieuses émergentes. Donc, on pourrait plutôt parler enfin, certaines personnes parleraient plutôt de réémergence plutôt que de réelle émergence dans ce cas-ci. Euh, donc, pour cette nouvelle épidémie de grippe aviaire, c'est une épidémie qui fonctionne par l'apparition de multiples foyers d'éclosion qu'on va trouver sur différents continents. En fait, à ma connaissance, c'est un virus qui est maintenant présent sur tous les continents. Et c'est donc de nombreux foyers d'éclosion et puis une mortalité bien plus élevée que l'ordinaire. Donc je dis qu'à l'ordinaire parce qu'évidemment, la grippe aviaire, c'est quelque chose qui est courant, qui est normalement saisonnier. Et c'est difficile d'avoir un calcul précis, mais on estime que des centaines de millions d'oiseaux sont morts. Et dans l'hémisphère nord, dans des pays comme le Canada ou l'Europe ou les États-Unis, on est habitué à avoir des éclosions de grippe aviaire chez les oiseaux en hiver. Mais ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est qu'il y a également de nombreux foyers d'éclosion pendant l'été. Ce qui est une des choses qui ont mené à faire monter le degré d'alerte. Il y a eu quelques cas de transmission de ce nouveau virus H5N1 chez l'humain dans les dernières années. Ça aboutit à un certain nombre de cas mortels, mais jusqu'à présent, donc je produis cette vidéo à l'été 2025. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'épidémie humaine à proprement parler. Cependant, on craint que le virus euh, finisse par développer euh, une certaine adaptation aux espèces de mammifères, ce qui lui permettrait de faire ensuite de plus facilement le saut vers l'humain et d'acquérir la capacité de se transmettre d'humain à humain, ce qui présentement n'est pas le cas. Ok. Présentement, tous les cas mortels que je citais un petit peu plus tôt, c'était des cas qui résultaient de contacts avec des animaux plutôt que de transmission d'humain à humain. Alors, ce virus H5N1, on sait qu'en plus des oiseaux, il s'est
propagé à d'autres espèces, notamment deux espèces de mammifères. Alors en 2022, il y a eu des éclosions de ce virus chez des visons dans les fermes en Espagne notamment. Et puis en 2024, il y a eu plusieurs éclosions dans des élevages bovins aux États-Unis. Je précise que puisque ce cours est essentiellement à destination d'étudiants canadiens, j'ai vérifié, pour l'instant, il n'y a pas eu d'éclosion dans des élevages bovins au Canada pour ce virus. Donc évidemment, la présence de ce virus dans des espèces mammifères est inquiétante puisque on se rapproche un peu plus de l'humain et on peut craindre que des variants de ce nouveau virus H5N1 finissent par être capables de causer des éclosions chez l'humain, voire une pandémie chez l'humain. Donc, face à cette épidémie de virus de grippe aviaire de type H5N1, bon, évidemment, il y a des réponses en santé publique qui sont présentes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse variation d'un pays à l'autre. Alors, il y a des pays comme par exemple la Chine, dans lesquels il y a on est habitué à euh, 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 vacciner les volailles d'élevage à grande échelle depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Euh, Ensuite, il y a d'autres pays dans lesquels la vaccination des volailles est peut-être moins fréquente, mais qui, cette fois, ont décidé de mettre en place des campagnes exceptionnelles de vaccination pour stopper ce virus H5N1. C'est notamment le cas pour la France avec une campagne de vaccination qui a commencé fin 2021. À l'autre extrême, il y a des pays comme les États-Unis euh, où il y a pas généralement pas de campagnes qui sont organisées pour vacciner les poulets. Euh, et euh, on, et à ce jour, les poulets il n'y a pas eu aucune campagne qui a été organisée. Euh, Par contre, il faut quand même mentionner que en 2023, il y a eu une autorisation qui a été faite de vacciner une espèce d'oiseau particulière contre ce virus d'influenza à pathogénicité élevée, c'est le condor californien, parce que c'est un oiseau, un oiseau qui était déjà en voie de disparition et dont on a pu démontrer qu'une bonne partie enfin, avait été mort en peu de temps des suites de cette infection. Donc évidemment, en 2023, c'était sous la présidence de Joe Biden. Donc depuis, évidemment, on le sait que Donald Trump est revenu au pouvoir et que l'administration de la santé américaine est maintenant sous le contrôle d'une personne, d'un ancien avocat qui s'appelle Robert Kennedy Jr., qui n'est pas du tout un scientifique et qui est une personne qui est opposée à un bon nombre d'interventions médicales, incluant la vaccination. Donc, lui, il propose une absence totale de mesures de prévention de la grippe aviaire chez les espèces de poulets domestiques. Le raisonnement est dans le fond, euh, d'essayer d'identifier des poulets qui survivraient de façon naturelle au virus, ok, et de reconstituer des élevages de poulets à partir de poulets qui seraient naturellement résistants plutôt que en les vaccinant. Donc, c'est une approche particulière dans le sens évidemment, ça repose sur pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment d'études là qui montrent que c'est une approche qui fonctionnerait. Et puis présentement, donc encore une fois, à l'été 2025, il y a beaucoup d'inquiétudes chez nos voisins du Sud quant à la pertinence de cette nouvelle approche. Et on craint
que l'échec d'une telle approche, donc de laisser un grand nombre de poulets être infectés, pourrait encore une fois mener à des variants qui seraient maintenant capables d'infecter l'humain. Donc voilà pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention.